Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Le podcast ne serait pas possible sans la présence de commanditaires, donc j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel, commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier également le manufacturier Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle et commerciale. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications, ils sont représentés par Lajoie, donc vous n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer François Deschaines, le président du groupe Deschaines. Donc, sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour François, mais quand on s'est quitté tantôt, on parlait un peu des acquisitions, un peu les valeurs de l'entreprise. Quand tu t'es joint à l'entreprise dans les années début 2000, là, tu parlais un peu que ton père commençait à fader out, sortir un peu de l'entreprise, puis que Martin avait pris la présidence. Comment ça se passe? Parce que c'est des grosses chaussures. Je connais de réputation ton père. C'est quand même des grosses chaussures. Là, c'est un homme imposant quand même par sa prestance. Fait que comment ça s'est passé, tout ça? Bien, je vais juste aller un peu en arrière. Le comité consultatif que je parlais tantôt, mon père l'a formé pour trouver sa relève. Mon père voulait se retirer. Et à ce moment-là, mon frère Martin, lui, avait commencé à travailler dans l'entreprise en 81, je crois. Fait que ça faisait presque 20 ans qu'il était dans l'entreprise. Mais mon père, il s'était dit, premièrement, il dit, j'ai besoin d'aide pour nommer ma relève, trouver ma relève. Fait qu'il s'est engagé, il n'est pas engagé, il a demandé de l'aide d'un comité. Et là, ils ont mis un processus en place. Fait que là, mon père a soumis une liste de noms. Et le nom de mon frère n'était même pas sur cette liste-là. Fait que c'est les membres du comité consultatif qui ont dit « Oh, rajoute le nom de Martin, là, il faut le mettre là-dedans, il faut vraiment analyser s'il est capable ou pas. » Puis à ce moment-là, le thinking de mon père, c'était justement « Hey, je ne veux pas mettre cette pression-là, imposer cette pression-là à mon fils. Ça me fait peur. » Et il dit j'étais père, mais je jouais à la mère en même temps un peu. Là. Fait qu'il dit j'avais peur. Fait que finalement, Martin fait partie du processus. Puis le comité consultatif dit à mon père mais non, c'est Martin là, qu'il faut que tu nommes là-dedans. Là. Donc, Martin est devenu président en 2000. Moi, je suis pas rentré en septembre 2000. Je pense qu'il est rentré comme président en octobre 2000 ou quelque chose comme ça, là, ou fin septembre, je ne me rappelle plus. Et il faut savoir que Martin et mon père ont des personnalités pas mal différentes. Donc, Martin est nommé président, mais mon père avait gardé en 2000, mais mon père est demeuré chef de la direction pour 2-3 ans encore. Et c'était vraiment pour faire la transition comme il faut. Et à ce moment-là, il y avait Martin et mon père ont engagé un coach qui faisait un peu, je l'appelais le Guy Lefebvre, le punching bag, parce qu'il se prenait entre mon père et mon frère. ça devait rouler d'un bord et de l'autre. Oui. Fait que ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas... comme je disais, ils ont des personnalités différentes. Fait que ça a accroché des fois. Je vois ça de loin. J'ai pas été témoin de rien. Mais dans la tradition, ça s'est fait comme ça, avec de l'aide externe, pour vraiment que les choses soient bien faites. Là. Puis, là, toi, tu rentres, frérot qui... je l'appelle frérot. Martin. Non, mais Martin qui tombe comme président. Toi, tu rentres dans l'entreprise. Comment la relation, comment c'était? Écoute, il n'y a pas rien eu. Tu sais que je reviens aux 3 cercles que je disais tantôt, la famille, les actionnaires puis l'entreprise. On fait la part des choses, mais aussi on fait la part des choses, c'est qui le boss? Moi, c'était clair, c'était Martin le patron, puis ses décisions, c'est lui qui les prend. Puis moi, je drive le show, puis I'm all in, prends tes décisions, puis j'ai rien à dire, là, c'est toi qui t'es payé pour prendre les décisions. Prends-les, les décisions. Là. Et fait que ça a toujours été, j'ai toujours un très grand respect
de ça, puis ça a toujours continué dans l'organisation. Là. Puis j'avais pas, chez nous, il n'y a rien de politique, j'avais pas de guerre à dire je veux ce poste-là, puis je vais jouer par en arrière pour prendre le poste. Non, j'avais pas ça du tout. Là. Pour moi, c'était pas une fin en soi de devenir président de groupe de chaîne. Non, puis comme tu parlais dans l'épisode précédent, t'es rentré là un peu, ferme les yeux, on rentre dans le tas, puis on verra ce qui en sort dans ça. Fait que, quel poste, parce que tu as cheminé dans l'entreprise, tu es rentré en projets spéciaux, tu t'occupais des achats groupés. Du groupement d'achat, pas de groupe de chaîne, du groupement d'achat, parce qu'on avait un VP approvisionnement chez Groupe de chaîne. Donc, j'ai fait ça jusqu'en... que j'ai eu quelques d'autres petits mandats, mais jusqu'en 2007, je pense. Je suis mêlé dans mes dates. 2007, que là, j'ai été nommé vice-président approvisionnement pour Groupe de chaîne. À ce moment-là, on avait quelques unités d'affaires. Donc, on a le siège social. Et le rôle du siège social, c'est au niveau des approvisionnements, c'est de trouver des façons d'optimiser puis de maximiser le pouvoir d'achat qu'on avait dans le groupe de chaîne. Fait que je suis nommé vice-président approvisionnement. Je fais ça pendant 2 ans. Ou peut-être en 2006, j'ai fait ça 3 ans. Et puis en 2009, là, j'avais l'opportunité d'aller faire un MBA exécutif, McGill HEC. Puis on s'est tout entendu avec Martin, justement. Il dit, regarde, Martin, ça m'intéresse, j'ai besoin de ça. Martin avait fait son MBA aussi. Il voyait les bénéfices de ça. Fait qu'il disait, je comprends, vas-y. Mais c'était temps partiel. Donc, c'était sur 18 mois. Fait qu'en ce moment-là, on a, parce que je ne pouvais plus faire un aussi bon job VP approvisionnement, fait que j'ai été nommé vice-président marketing pendant mon MBA. Je n'ai pas fait grand-chose comme vice-président marketing. Mais tu avais déjà une belle équipe qui roulait, là. Oui. Et là, quand je finis mon MBA en décembre 2009, en 2010, janvier 2010, là, je deviens vice-président, directeur général de Deschênes et Fils à Montréal. J'avais seulement été au niveau corporatif, siège social. Fait que si je voulais continuer à cheminer dans l'organisation, il fallait que j'aille dans les opérations pour comprendre comment que ça se passe. Oui, puis de voir la réalité du marché, voir un peu qu'est-ce qui se comporte pour avoir une idée un peu globale. Oui, mais tu sais, les ventes, les achats, les opérations, la distribution, le crédit, la distribution, comment ça marche en arrière d'un entrepôt. Là, j'avais été loin de ça. Là, il fallait que j'aille les deux mains là-dedans. Là. Puis là, tu t'occupais, à ce moment-là, Groupe des chaînes, ça comportait quoi comme filiale? Écoute, en 2010, tu vois, en 2000, quand Martin est devenu président, on était 225 millions de chiffre d'affaires. En 2010, on était à peu près 600 millions de chiffre d'affaires. C'est en 2010, là, je ne me rappelle plus combien d'unités d'affaires qu'on avait, mais c'est en 2010 qu'on a fait l'acquisition, ce qui est Flowcar aujourd'hui. Et là, c'est là qu'on avait un premier footprint national. Okay. Avant, on était seulement Québec-Ontario, et là, on s'étendait les succursales à travers le Canada. Donc, c'est à peu près 600 millions de chiffre d'affaires à ce moment-là. Nombre de succursales, je ne me rappelle pas. OK. Puis là, tu commences, puis toi, tu t'occupes du Québec? Non, de Deschênes et Fils. Juste Montréal. Juste Deschênes et Fils Montréal, donc plomberie chauffage, parce qu'au Québec, on a Deschênes et Fils à Québec, on a Descaire, on a UOT. Fait que moi, c'était vraiment là, Deschênes et Fils à Montréal, qui est plomberie, chauffage, protection incendie. Mais c'est le Grand Montréal, là, jusqu'à dans les cantons de l'Est, dans les Bois-Francs, dans les Laurentides. Tous les ponts et autoroutes, jusqu'au bout de chacune des autoroutes. C'est pas mal là, que tu te rends. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Écoute, ça a été une méchante adaptation parce que je partais de groupe de chaîne où j'avais une équipe de 2 personnes et demie sous moi. Puis d'un coup, je tombais avec 200 personnes, responsabilité de 200 personnes. Fait que ça a été un méchant apprentissage. Écoute, j'ai aimé ça. J'ai appris énormément. Écoute, je pourrais pas faire ma job aujourd'hui si je n'avais pas fait ça. Ça serait impossible que je fasse une bonne job aujourd'hui si je n'étais pas descendu dans les opérations pour comprendre, lever les roches, puis changer des affaires, puis voir c'est quoi les impacts. Là. Pour moi, ça a été une école incroyable. Puis j'avais des bonnes personnes, des gens qui m'aidaient beaucoup. Là, donc, ça a été vraiment toute une expérience qui m'aide encore aujourd'hui. Oui, bien, c'est... En tout cas, si tu ne comprenais pas la poutine, là tu étais à l'école de comment comprendre tous les facteurs dans ça. À ce moment-là, as-tu déjà une idée, c'est quoi le prochain step?
Non, écoute, j'étais là, j'aimais ça. J'étais là pour plusieurs années. On n'avait pas rien de défini. Puis Martin, par la bande, il disait « Ça t'intéresse-tu le poste de président un jour de groupe de chaîne? » Bon, oui, ça m'intéresse. Mais tu sais, pas plus que ça. C'était pas « OK, on va se faire un plan. » Mais tu sais, Martin, en arrière de la tête, c'était justement de me faire goûter à différentes choses pour m'aider à m'amener là. Fait que tu sais, il voulait me faire progresser dans l'organisation. Donc, non, je n'avais pas d'idée pour ma progression. J'ai fait ça 7 ans, de 2010 à 2017. Et Martin, Martin, c'est un gars qui a toujours été très impliqué dans l'entreprise, mais depuis plusieurs années, il disait que lui, à 55 ans, il prenait sa retraite de président de groupe Liberté Béchamp. 55, il l'avait pris pour acquis. Ça. Les fameuses publicités, ça a fait créer des rêves. Sauf que personne ne le croyait parce que c'est un gars qui est super impliqué. Puis, mais il en parlait, il disait 55 ans, puis 18 mois ou 24 mois avant que ses 55 ans, là, il était à voir un conseil d'administration. Puis là, il a dit, parce que c'est le conseil d'administration qui nomme le président du groupe Deschamps, il a dit, moi, je prends ma retraite à 55 ans, telle date. Fait que là, il faut commencer tout de suite le processus pour ma relève. Fait qu'avec le conseil d'administration, c'est là que ça a commencé. Puis tu vois, en fin de 2016, là, le président du conseil d'administration, même pas avant ça, quelque part en 2016, le président du conseil est venu me voir, qui est un membre indépendant, c'est pas mon frère, c'est pas mon père. Il est venu me voir, il dit, bon, François, situation, Martin va prendre sa retraite, telle date. Es-tu intéressé à prendre la relève? Bon, laisse-moi y penser. Laisse-moi y penser, il faut que je sache ce que ça me tente, mais en même temps, moi, j'ai besoin de conditions gagnantes. Il faut que je m'assure que je vais avoir les coups des franges. Tu sais, Martin, on est complètement différents comme personnalité. Autant que lui et mon père sont différents, Martin et moi, on est différents. Je ressemble un peu plus à mon père. Puis Martin a une personnalité qui est forte. Fait que je dis, ben là, Martin, puis qui est une super renommée dans la crédibilité dans l'industrie, légitimité, il va faire quoi? Là? Moi, si j'arrive là demain matin, là, il est-tu encore dans le portrait? Parce que s'il est dans le portrait, s'il est trop près, ben là, les gens vont aller le voir, c'est tout à fait normal, parce que l'équipe reste en place, il est encore là, les gens... Martin, ça faisait 37... Ça faisait combien ça fait 17 ans qu'il était président. Oui, c'est ça. Puis avant ça, il avait travaillé 20 ans. Ça faisait 37 ans qu'il est dans le business. Il y a eu une grosse rotation d'employés. Tout le monde a connu Martin Day One versus, mettons, toi... Qui est arrivé plus dans les années 2000 où tu étais comme dans la trentaine, début de trentaine. Fait que, c'est certain. Fait que, comment vous avez procédé? Écoute, encore une fois, c'est le président du conseil chez nous qui a fait un travail incroyable. Lui, il faisait le pont entre... Il faut s'imaginer qu'il y a un triangle. Lui, il était au milieu du triangle. Tu avais mon père, mon frère, puis moi. Là. Fait que là, il allait parler aux trois. Tu avais mon frère qui voulait savoir si je prenais la présidence, mon père aussi, mais mon père qui des fois, qui amenait d'autres points de vue différents comparé à mon frère. Fait que le président du conseil se promenait entre les trois pour véhiculer l'information, puis dire comment ça se passait, puis négocier aussi. Négocier dans le sens, si je revenais aux conditions gagnantes, moi, j'avais 8 conditions gagnantes. Puis j'ai dit, ça, c'est essentiel. Là. Mais je n'avais plus au début, mais il y en a d'autres qui disaient, c'est correct, on va y laisser. Il y en a que tu laisses tomber, puis, tu te rends compte. J'ai dit, ces 8-là, c'est non négociable. Là. Moi, j'ai besoin de ça, m'assurer que l'entreprise puis le CA va respecter ce que je veux. Sinon, je ne prendrai pas le poste. Fait que là, lui, il allait voir mon père, il allait voir mon frère. Puis écoute, à un moment donné, on s'est tout entendu, puis ça s'est passé comme ça. et là, tu peux-tu en parler un petit peu de ces conditions-là? Je ne veux pas tout en détail, mais... ces conditions, par exemple, j'en parlais un peu, mais Martin, il fait quoi après? Il va être impliqué dans quoi? Est-ce qu'il est impliqué dans l'organisation ou pas? C'était vraiment pour me donner la chance de faire ma place. C'est ça, c'est un exemple. Puis, j'ai dit, moi, j'ai des idées de faire des choses différentes que Martin sur mon approche, la façon qu'on fait des affaires. Est-ce que j'ai le support du conseil d'administration pour faire ça? Si je prends des directions différentes? Fait que là, c'est des choses comme ça. Là. Donc, puis Martin, évidemment, là, l'histoire nous dit que Martin a accepté ces conditions-là. Oui, l'entreprise a accepté Martin. Puis entre-temps, le conseil, les membres du conseil me connaissaient parce que j'étais sur le conseil d'administration. Fait qu'on ne s'est pas allé dans un processus avec d'autres candidats. Fait que j'étais le seul candidat. J'ai été le seul candidat qui a été approché au début. Mais néanmoins, ils m'ont fait passer des tests avec des tests psychométriques, là, mais pas 2 différents. Pas parce que je suis trop intelligent pour
essayer de bypasser un test, là, mais c'était 2 approches différentes. Fait que, tu sais, vous voulez aussi, le conseil vous voulez savoir la confirmation que j'avais les capacités pour prendre le rôle. Fait que les tests, de mon côté, ils ont dit que j'étais capable. Non, mais c'est assez incroyable parce que souvent, on fait ah ben oui, c'est un tel, fait que c'est sûr qu'il va prendre la relève. Non. Tu as passé par tout le processus. Ouais. C'est certain que c'était plus facile parce que, plus facile. En fait, tu avais un accès plus rapide ou plus facile à ces personnes-là pour pouvoir. Puis j'avais le nom de famille aussi. J'avais le nom de famille aussi. Oui, le nom de famille est important. Ça, je te cacherai pas. Je pense que le nom de famille te permet d'avoir des clés pour ouvrir les portes. C'est ça, dans ce sens-là. Par contre, il n'y a rien qui dit que tu vas passer à la porte. Là. Non, puis tu sais, chez nous, comme je dis, pour moi, c'était pas une fin en soi. Et pour moi, personnellement, je voulais m'assurer que j'avais la légitimité pour y aller. Je voulais pas y aller parce que c'était seulement mon nom de chaîne. Puis ça, c'était une de mes conditions. Amenez pas moi comme président parce que mon nom, c'est Deschênes. J'en veux pas sinon. Fait que ça, c'était une de mes autres conditions aussi. Je voulais m'assurer que j'avais les outils en place pour prendre ce rôle-là. Oui, parce que tu faisais un super job avec Montréal. Donc, puis c'était pas une finalité là, d'être président. Le but, je pense, c'était d'avoir du plaisir au travail, d'apprendre. Puis après ça, si ça arrive qu'on est là-dessus. Comment tu as trouvé le step de passer de... Parce que, tu sais, à Montréal, vous aviez un chiffre d'affaires combien? Écoute, je me rappelle même plus. Bon, on était peut-être rendu à 250 employés, là, 275 employés. Fait que quelques centaines de millions. Puis là, tu tombes en charge de groupe des chaînes au complet. Oui. Qui était à ce moment-là à peu près 900 millions. Là. Ouais, 900 millions... 1900 ou 2000 employés. Là. Plus le 1900 à ce moment-là. Puis non seulement ça, c'est une dynamique complètement différente. J'avais mon équipe de direction dans Deschênes et Fils Montréal, puis il n'y avait rien de politique. Mais pas qu'on ait de la politique dans le groupe Deschênes, c'est pas ça que je veux dire. Mais les relations sont directes, sont franches, puis il n'y a pas de game avec tes directeurs. Mais là, je m'en vais comme président. Là, j'ai des VP avec qui travailler. Puis j'ai des VP en dessous de mes VP aussi. Donc, à cause de notre structure des unités d'affaires. Donc, pour moi, il a fallu que j'élève mon niveau de leadership, mais il a fallu que j'apprenne qu'est-ce que je peux faire, quelle corde que je peux tirer là-dessus pour bien mettre en place ma légitimité avec ces gens-là. Tout le monde me connaissait, mais même à ça, ils ne m'ont jamais vu dans un rôle de leadership avec eux autres. Puis je suis complètement différent de Martin dans mon style de leadership. Fait qu'il fallait que j'arrive en place. Ce que j'ai fait, pendant quelques mois, j'ai réfléchi, c'est quoi les choses que je veux adresser dans l'organisation, pas dans les 100 jours. Moi, je ne crois pas aux 100 jours. Là. Il y a certaines choses 100 jours, mais je ne crois pas à ça. Mais dans les 2-3 premières années de ma présidence, fait que j'ai réfléchi, puis j'ai rencontré chaque dirigeant, chaque vice-président de la compagnie individuellement. Je dis, moi, voici, je suis qui, François Deschênes, mes valeurs, t'es qui, toi? Puis j'ai dit, là, c'est là que moi, je m'enligne. Que je veux aller, puis ça va être avec votre aide. Fait que j'avais établi certains piliers stratégiques que je voulais approfondir pour les 3, 4, 5 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé pour m'assurer d'avoir le buy-in des gens avec qui je vais travailler, de qui j'ai besoin d'eux autres là, pour faire avancer l'organisation. Oui, bien, parce qu'une organisation comme la vôtre, c'est un travail d'équipe, avant tout. Là. Ouais. Puis Martin avait bâti une super équipe. Et moi, quand je suis devenu président, tout le monde restait là. Il n'y avait pas de ménage à faire parce qu'il y avait des gens qui étaient super forts qui étaient là. Puis eux autres m'ont aidé beaucoup là, à m'aider dans mon rôle puis m'assurer. Eux autres, ils ont toute la responsabilité puis l'imputabilité de faire avancer les choses dans leur créneau. Puis ça continuait. Là, puis une chance que c'était là. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai une question. Quand je lisais un petit peu sur le groupe des chaînes, comment tu fais? Puis là, avec 5 ans de présidence, peut-être tu es plus en mesure de me dire un peu comment que ça se passe, mais comment tu fais pour rallier toutes ces personnes-là sous une même culture d'entreprise ou des mêmes valeurs?
Ben, écoute, je te dirais ça, c'est historique. C'est mon père, les valeurs qu'on a aujourd'hui, c'est mon père qui les a implantées dans l'organisation, puis on a grandi comme ça. Puis, on a 4 valeurs importantes, travail d'équipe, le respect, l'intégrité, puis l'équité. Ces 4 valeurs, là, à travers l'organisation qui sont là dans toutes nos unités d'affaires, c'est 4 valeurs de base bien importantes. Puis avec ça, bien, c'est s'assurer que en bon français, que les bottines suivent les babines, qu'on s'assurer que les habitudes qu'on a, les comportements qu'on a dans l'organisation, mais que ça respecte ces 4 valeurs-là. Fait que, tu sais, pour ça, je peux pas me donner une tape dans le dos et bien, c'est moi qui fais ça. C'est comme dans notre ADN, ces affaires-là. Puis même dans les acquisitions qu'on fait, même dans nos unités d'affaires, on a 15 unités d'affaires aujourd'hui, en général, ces valeurs de base-là, là, ils sont là déjà, là. Fait que ça vient, quand on fait une acquisition puis qu'on dit les valeurs, sont hey, c'est comme nous autres. Fait que c'est là, tu sais. Mais si on parle d'acquisition, là, tu parles de valeurs. Tu sais, vous faites des acquisitions, là, tu sais, je regardais, vous avez été tranquille un petit peu durant la dernière année de pandémie, là, fait que là, vous avez fait plusieurs acquisitions, là, Comment vous faites pour probablement décider que c'est le moment d'aller en acquisition, mais par la suite, dans un même... Je donne un exemple, si, mettons, c'est territorial, tu dis, ou dans leur créneau, il y a souvent plusieurs joueurs là, disponibles. Pourquoi plus un que l'autre? Écoute, je te dirais que notre approche, historiquement, a toujours été plus opportunistique. Tu sais, dans le sens où il y a quelque chose qui arrivait sur la table, puis ben là, on entrait dans le dossier. On regardait le dossier, voir si ça nous intéressait. Mais tu sais, je reviens au groupement d'achat quand j'ai commencé dans l'industrie. Il y a des gens qu'on a fait l'acquisition au cours des années, que j'ai connu ces gens-là là, parce que je m'occupais du groupement d'achat. Fait qu'il y a des relations qui ont été créées depuis de nombreuses années. Une acquisition qu'on a faite, Powermatic, ça va faire 1 an bientôt. Écoute, la dame qui était propriétaire, son mari qui est décédé plusieurs années, elle disait, François, elle dit, mon mari me parlait de ton père, là, il trouvait extraordinaire ton père. Fait que ça monte, il y a certaines relations qui montent depuis de nombreuses années. Puis souvent, il y a des gens qui vont nous appeler, c'est arrivé à quelques reprises récemment, qui nous appellent puis qui disent, tu sais, François, on vous connaît, vous avez une super réputation aux acquisitions, vous êtes respectueux, j'aimerais ça qu'on trouve une façon de s'entendre avant que j'aille dans un processus formel. Fait que si les relations humaines, là, dans ces affaires-là, ça reste super important, mais il y a des fois qu'on est approché, puis on est dans un processus, puis on est plusieurs joueurs à bider sur l'acquisition. Mais néanmoins, quand nous autres, quand on fait une acquisition, on fait toujours un pitch de vente. On est qui, groupe de chaîne? Puis pourquoi ça serait intéressant pour vous autres de vendre à notre organisation? Puis écoute, ça revient quand je reparle de nos valeurs, nos piliers stratégiques, ça va rejoindre les gens qui vendent. Tu sais, on a acheté beaucoup d'entreprises familiales. L'entrepreneur qui a bâti son entreprise, il veut s'assurer que ces gens qui sont là en place, là, le nouveau propriétaire va en prendre soin. Et nous autres, c'est primordial là, de garder les gens en place et de s'assurer qu'on va travailler ensemble dans le futur, là, puis qu'on va en prendre soin. Justement, c'est super important pour nous autres. C'est incroyable parce que, tu sais, je regarde je regarde des fois, il y a les gens qui font des acquisitions, souvent j'entends parler, on va faire le ménage, il y a du bois mort. C'est tout un autre discours de votre côté, c'est non, on prend l'acquisition parce qu'on croit en vous autres, parce que vous avez les mêmes valeurs que nous. C'est certain que c'est une autre... Puis en plus, ces transactions-là, le fait un peu comme tu discutes d'entreprise familiale, très émotif comme transaction. Fait que le côté humain est encore plus important que les chiffres. Puis je suis pas mal sûr, je pense pas que personne ne vous a rien donné. Là. Ça reste une business, mais je suis pas mal sûr qu'il est arrivé un moment donné des moments où les chiffres comptaient plus autant que l'émotion, puis ce que vous allez en faire, puis la pérennité de mon entreprise. Oui. Écoute, oui, puis on est privé, hein? Fait qu'on fait pas des acquisitions pour prouver quoi que ce soit au marché. On fait des acquisitions parce que stratégiquement, ça fait du sens pour nous autres. Ça nous permet de nous développer soit au niveau régional, dans certaines géographies, ou soit dans des lignes de produits additionnels qu'on va chercher. Tu sais, il y a différentes raisons qu'on fait ça.
Mais il y a des fois, des fois, ça peut être stratégique. Tu regardes le chiffre que tu mets là-dessus. Tu fais, mon VP Finance, il est bon là-dedans parce qu'il est impliqué directement, c'est sûr. Puis si François, ça n'a pas d'allure, le chiffre qu'on met là. Oui, mais je ne pense pas au chiffre là, qui est là. Moi, je pense dans une couple d'années où ça peut nous amener. Puis mes dirigeants me disent la même chose. Là. Fait que, regarde, le chiffre, là, c'est correct, mais down the road, on est privé puis on prend des décisions pour se développer dans le long terme. Oui, c'est ça. Parce que une de vos forces, c'est le côté achat groupé et distribution. Là, vous avez un réseau pan-canadien, nord-américain. Mettons, on peut le situer comme ça. Parce que vous êtes dans différents domaines. Souvent, quand on le regarde, évidemment, le domaine dans lequel je vous le connais le plus, c'est tout ce qui est relatif à la plomberie, aqueduc, protection incendie, tout ça. Mais vous avez 15 filiales, dont une qui m'a surpris. Puis je t'en ai parlé, pièces d'auto. Comment que... Je pense que c'est venu avec le package, mais... Ben écoute, ça, c'est une histoire intéressante. Puis, tu sais, on est organisé comme on est organisé chez Groupe Deschênes, là, une entreprise avec des unités d'affaires, parce que le côté entrepreneurial, c'est bien important pour nous autres. Puis, parce qu'on est privé, justement, on peut se permettre de faire des choses que des concurrents plus gros ne pourraient pas faire. Fait que le côté automobile, c'est en Ontario, dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a une entreprise familiale, Ideal Supply, qui est un important distributeur en produits d'électricité dans cette région-là. Mais cette entreprise-là est née plus au niveau des pièces automobiles. Fait que tout est intégré. Pièces automobiles puis électricité, tu vas dans une succursale, tu rentres dans la succursale, au comptoir à gauche, électricité, puis à droite, c'est les pièces automobiles. Fait que tu as différents types de clients qui rentrent là. Et ça, quand Martin on a fait l'acquisition en 2016, puis quand mon frère Martin m'a dit Hey François, c'est intéressant, l'électricité, on veut se développer. Ouais, go. Mais il y a des pièces automobiles. Comment ça, des pièces automobiles? T'as pas le bonjour, excuse-moi. Puis, chez nous, appel UAP n'a pas. Chez nous, il n'y a personne qui a les autos chez nous, c'est secondaire. Ouais. On n'est pas des gens qui aiment les autos comme tels. Fait que là, il m'explique toute la logistique qui est intégrée, tout ça. Puis l'entreprise qu'on achetait, les petits autos Napa, là, avec la casquette sur la tête, ouais. Fait qu'eux autres, ils ont un réseau, ils ont plein de voitures comme ça, puis de petits camions pour livrer la marchandise, pièces automobiles, mais ils utilisent ça aussi pour livrer les pièces d'électricité. Et puis, c'est des boîtes, c'est des petits produits, fait que ça va bien là-dedans. Fait que c'est un avantage compétitif incroyable dans leur région pour pas que la compétition puisse pénétrer parce qu'ils sont super agiles pour livrer. Fait que mon frère disait, on a des choses à apprendre de ça. Puis c'est vrai qu'on avait des choses à apprendre de ça, on apprend encore. Mais en même temps, là-dedans, ce qui est intéressant, on est un franchisé Napa. On a plusieurs marques pièces automobiles, mais entre autres, la marque Napa. Et puis, au Canada, même si on a 35 succursales en pièces automobiles dans le sud-ouest de l'Ontario, on est le plus grand client Napa au Canada, puis on est dans le top 5 en Amérique du Nord. Donc, c'est un créneau qui est important, puis qu'il faut continuer là, à miser là-dessus dans ce coin-là. C'est pas quelque chose qui est difficilement exportable ailleurs dans le groupe Deschênes parce que toute la connaissance, l'expérience est là, mais c'est quelque chose là, qu'on ne laisse pas tomber. Fait que c'est le côté entrepreneurial qu'on peut se permettre, nous autres, de faire. Oui, c'est ça. Vous avez cette flexibilité-là. Mais en fait, non, je ne peux pas utiliser le mot flexibilité. En fait, vous n'avez pas d'obligation de résultats. T'sais, vous avez une obligation de résultat, mais vous n'êtes pas obligé de dire on expand, il faut absolument acheter. Il faut absolument acheter. Vous achetez quand vous le sentez. Est-ce que les décisions, mettons, d'acquisition un peu comme ça, comment avec les trois comités, comment que ça se passe dans ça? Parce que de ce que je comprends, c'est un peu comme tu as dit, le président, tu prends tes décisions, moi je vais te suivre, je vais te donner mes avis si j'ai à être consulté dans ça, mais dans les trois comités, toi tu prends une décision d'acquisition. Comment que
ça se passe pour avoir le hockey puis qu'on aille de l'avant avec ça? Bien, tu sais, chez nous, on suit vraiment des principes de gouvernance. Même, on suit des principes de gouvernance d'entreprise publique, même si on est privé. On n'a pas le fardeau trimestriel à mettre à justifier nos résultats. Là. Mais néanmoins, en arrière, là, on essaie de suivre les bons véhicules de gouvernance. Fait que quand les acquisitions viennent, des fois, c'est une des unités d'affaires qui dit « Hey, on s'est fait approcher, là, ça peut être intéressant à acheter. » Des fois, c'est des gens qui nous appellent parce que c'est des relations qu'on a de longue date. Des fois, c'est des courtiers qui vendent des entreprises qui nous appellent. Donc ça, une fois que ça arrive sur un bureau de quelqu'un, mais ultimement, ça vient sur mon bureau. Puis avec mon VP Finance, puis les autres gens de l'organisation, on regarde ce qui fait du sens. Est-ce que stratégiquement, ça fait du sens? Et fait que là, on travaille sur le dossier. On fait avancer le dossier un peu. Et par contre, j'ai toujours besoin de l'approbation du conseil d'administration chez nous. Que ce soit une petite acquisition ou une acquisition majeure, j'ai besoin de l'approbation. Fait qu'une fois qu'on a avancé le dossier, je tiens les membres de mon CA informés au fur et à mesure. Il n'y a jamais de cachette là-dedans. Je ne veux jamais amener de surprise parce que quand il faut prendre une décision, il faut que ça se prenne vite. Donc, je tiens toujours au courant des processus. Par contre, j'ai besoin de l'approbation qui me dit, genre, on présente un petit business case de l'entreprise, puis j'ai besoin de leur approbation, sont-ils d'accord ou pas d'accord? Ah, ben c'est certain que en étant straight talk, puis de pouvoir parler de ça, puis il faut quand même être capable de prendre la critique parce que je suis certain qu'il n'y a pas 100% des dossiers que tu as présentés qui ont fait Go François, tu peux aller de l'avant. Fait que c'est certain de travailler comme ça. Y a-tu des... je regarde un peu parce que depuis que tu es en poste, tu as avancé beaucoup. Si tu regardes en arrière, y a-tu des choses que tu ferais différemment? J'aime jamais. C'est sûr qu'on en a, puis souvent, c'est difficile d'en parler parce que tu te dis, là, tu vois, je parle de mes erreurs. Là, tu sais que c'est fermé. Non, mais y a-tu des choses que tu ferais différemment? Écoute, que je ferais différemment, peut-être pas, mais que j'approcherais différemment, oui. Tu sais, je te donne l'exemple. Je suis nommé président en janvier 2017, puis en mai 2017, 4 mois après, arrive sur mon bureau notre plus gros dossier d'acquisition, un des plus gros dossiers d'acquisition qu'on n'a jamais eu dans le groupe d'échange, ce qui est devenu Iconix aujourd'hui. Donc, on rentre dans le processus. Moi, je suis nouveau président, fait que je me fais accompagner par plusieurs personnes, puis je vais chercher de l'aide externe pour me challenger, tu sais. Mais, tu sais, quand on regarde une acquisition, la culture d'entreprise qu'on veut acquérir est bien importante. Il faut qu'il y ait des similitudes. Si c'est trop différent, là, ça va créer des clashs après. Là. On fait bien attention à la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est large, c'est plein d'affaires. Mais dans cette acquisition-là, je vais donner un exemple. Mais juste pour donner, parce que, évidemment, moi, j'ai lu dessus, mais pour les auditeurs, peux-tu parler un petit peu, c'était quoi Iconix aujourd'hui. Ouais. Iconix, tu vois, c'est un distributeur de produits d'aqueduc et égouts. On est un super joueur au Québec avec UOT, puis on l'est un peu dans les prairies puis en Colombie-Britannique avec Flowcar. Mais avec ça nous permettait de devenir un leader au Canada, à travers le Canada. Avec ça, on ne devenait pas le numéro 1, on était un numéro 2 super fort. Et aussi... Il y avait 55 succursales à travers le Canada. Non, c'est une 35, je pense. 35. Et aussi, eux autres avaient une division américaine, donc sur la côte ouest américaine. Donc, c'est 12 succursales aux États-Unis, 11 sur la côte ouest américaine, puis une au Texas. Donc, ça nous permettait, on n'était pas aux États-Unis encore, donc ça nous permettait de rentrer sur le marché américain. Donc là, on trouve ça important. On aime l'aqueduc et égout. C'est dans l'infrastructure. On était déjà là-dedans. Fait qu'on se disait, il faut aller de l'avant. Ça nous donne une position enviable au Canada. Pour nous autres, c'est bien important. C'est un move stratégique là, qui était bien, bien, bien important. En plus des premiers pas aux États-Unis. En plus. C'était comme un petit candy de plus. Oui, mais tu sais, j'hésitais aussi aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis encore, puis là, on va acheter quelque chose qui est sur la côte ouest américaine, qui est vraiment loin de la maison. J'aurais préféré quelque chose sur la côte est américaine. Ouais. Boston, dans ce coin-là, là, ça aurait été plus facile. Ouais. Puis comment tu as pris cette décision-là? Écoute, à ce moment-là, il faut rallier l'équipe. Si je n'ai pas mon équipe avec moi, si elle n'est pas
all-in, puis qu'elle ne voit pas de bénéfice, puis ça ne tente pas de travailler sur le projet, ça ne sert à rien d'y aller de l'avant, parce que c'est eux autres après qui vont travailler avec ça quotidiennement. Fait que rallier l'équipe, travailler sur qu'est-ce que ça vient impacter au niveau financier. On est privé. Nous autres, on se finance avec la dette bancaire. Donc, s'assurer que nos banques sont all-in aussi, parce que sinon, on ne peut pas aller de l'avant. Le conseil d'administration, mais la famille aussi, là, parce que là, on allait s'endetter comme jamais à cause de ça. Donc, il fallait que la famille soit d'accord avec ça. Donc, c'était de jouer à travers tout ça. Et là, encore une fois, on va faire une présentation. On va rencontrer... Leur siège social est à Vancouver. Puis ça appartenait à BC IMC, ce qui est la caisse de dépôt de la Colombie-Britannique. Puis y avait-tu encore des actionnaires d'origine? Là, non, c'était uniquement vraiment la caisse de dépôt de Colombie-Britannique. Et là, nous autres, comme toujours, on fait une présentation qui est un groupe de chaîne. Puis on ne connaît pas ces gens-là. Puis les gens du comité de gestion sont là, dans le comité de direction. Là, je fais une présentation, mais là, il n'y a personne, l'actionnaire qui est là, il ne reste pas en place après dans l'organisation. Là, lui, il vend, puis ciao, baby, je m'en vais faire d'autres choses. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais comme pitch de vente? C'est qui, groupe de chaîne? Au comité de gestion, je ne sais pas c'est quoi leur pouvoir décisionnel pour... on était plusieurs entreprises à soumissionner là-dessus. C'est quoi son pouvoir là-dessus pour dire « Hey, les autres, on les aime. » On ne savait pas ça. Est-ce que c'est purement financier ou il y a un côté soft aussi? Puis là, dans ma tête, je me suis dit, François, go all-in, fais ce que tu fais habituellement, présente c'est qui groupe de chaîne, nos valeurs, notre côté humain, puis go. Puis ça fait une différence. C'est sûr qu'il fallait que notre offre monétairement soit bonne, là, mais pour le comité en place, eux autres, ils ont dit, hey, nous autres, c'est avec eux autres qu'on veut travailler. Là. Fait que eux autres, ils ont mis de la pression par en arrière. Tu sais, la caisse de dépôt, là, je vais parler pour le Québec, là, mais je suis persuadé, tu sais, sont redevables, là, aux citoyens. À la fin de la journée, là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Là? S'ils sentent que le côté humain est là, c'est certain que... Puis souvent, on dit « Ah non, là, c'est une autre mentalité. » Puis là, je suis certain que tu as fait des pitchs de vente aussi à certaines filiales aux États-Unis. Puis là, tu dis « Non, c'est une autre affaire. » Mais le côté humain, je pense, vous l'avez depuis... toujours là, dans la famille, puis je pense que tu l'as compris assez jeune, là, surtout dans tes débuts. Tu sais, ce côté-là, là, je pense que ça fait une énorme différence. Puis ça me fait beaucoup penser quand on a fait l'acquisition de... on a fait l'acquisition, comme si j'avais acheté Masco, là, mais quand le Masco est venu de chez La Joie, la première chose qu'on s'est posée, en comité de direction, c'est est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous? Puis, bizarrement, normalement, c'est comme les manufacturiers qui veulent charmer les agences. Puis là, j'ai fait, non, les gars, on a décidé ça ensemble en disant, non, on va leur exposer qui qu'on est. Puis ça, on voit que ça clique. Côté humain. Le reste, là, c'est des chiffres, on va être capable de les faire arriver, les chiffres, là. Puis, si nos chiffres fonctionnent, les chiffres de notre concurrent ou de l'autre personne qui veut aller là, puis c'est un peu exactement ça. Là. C'est le côté humain qui a fait « Wow! OK, cool! » C'est là qu'on embarque. Fait que comment que ça... tu dis que ça a fait une différence. Qu'est-ce qui a été la réaction des gens? Ils ont-tu fait « Wow! OK, eux autres sont humains, on les veut. » C'est les gens qui restaient en place après. C'est ça qu'ils disaient. Ils nous l'ont dit après les faits, après l'acquisition, mais c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, nous autres, ça nous intéresse, puis notre modèle d'affaires décentralisé, puis on crée une nouvelle unité d'affaires, vous êtes en charge de vos affaires, oui, corporatif, on est là, on vous aide, on vous supporte, mais c'est vous autres qui connaissez le marché, vous connaissez vos clients, vous connaissez vos gens, vous êtes all-in pour continuer à développer l'organisation. Eux autres, là, c'était, en plus des valeurs, eux autres, c'était « Wow! C'est ça qu'on veut. » C'est une entreprise qui était profondément entrepreneuriale à la base, malgré que ça appartenait à BC IMC, mais les gens, là, c'était des entrepreneurs. Donc, eux autres, ils voyaient ce qu'ils pouvaient l'altitude qu'ils allaient avoir avec nous autres. Fait qu'eux autres, ils ont dit, ça nous tente d'aller là. Yeah. J'ai une question, François, quand vous faites la question, tu donnes, vous t'acquiers la compagnie, je comprends que tu veux garder toute la culture, eux autres connaissent leur marché et tout ça.
sais, un moment donné, ta Pierre, il faut un lien, là, c'est beau, on a le handshake, welcome in the group, mais comment vous faites ce lien-là? Il devait avoir la solution des chaînes dans ça. Écoute, la solution des chaînes, c'est qu'on fait les choses petit à petit. Tu sais, la première chose qu'on va venir implanter rapidement, c'est les contrôles internes, s'assurer que ce qu'on a acheté, ben, les chiffres sont bons, puis c'est soutenable, ça continue, puis tout ça. Fait que s'assurer qu'ils nous rapportent les bons chiffres. Fait que tu as le côté financier qui est quand même important. Mais à part ça, petit à petit, là, oui, on va regarder rapidement au niveau, est-ce qu'il y a des synergies au niveau des achats avec des fournisseurs. Bon, on va regarder ça, mais si une entreprise, où elle est implantée, a une super relation avec un fournisseur, puis que ça lui permet d'avoir du succès dans ce coin-là, puis que nous autres, c'est un autre fournisseur qu'on a ailleurs, on ne viendra pas imposer notre fournisseur-là. Si tu as du succès, continue à avoir du succès. Nous autres, on fait une acquisition, on dit on veut sauver les gens qui sont en place, super important, on veut que tout le monde reste, puis sauver les ventes. Puis on achète des entreprises qui ont des super bonnes marques, des entreprises en santé, puis souvent qu'autrement. Continuez à avoir le succès que vous avez, ça va bien. C'est petit à petit qu'on vient implanter des affaires au niveau RH, au niveau financier, au niveau bancaire, au niveau approvisionnement, au niveau façon de faire. Mais on apprend aussi les meilleures pratiques d'eux autres. Fait que ça joue des deux côtés. Là. Fait que non, c'est petit à petit. On veut pas trop brusquer. Parce que les gens qui sont là, les employés qui sont là, eux autres, ils ont l'historique, là, ils ont une culture, ils ont une histoire à laquelle ils sont habitués avec leur entreprise. Si tu viens notre approche, si tu viens trop brusquer rapidement les choses, là, ils vont perdre tout leur repère. Puis ça peut être dangereux. Fait qu'on essaie de faire attention là-dessus. Nécessairement, tu parles un petit peu de les bonnes façons de faire. Y a-tu des bonnes façons que, tu t'achètes, il y a une acquisition, puis tu as pris une technologie. Je sais pas, fait penser un petit peu aux pièces de voiture, leur façon de distribution avec les voitures, tout ça. Y a-tu certains fois que vous avez acheté en disant parce qu'on veut telle technologie ou telle façon de faire? Non, c'était plus au niveau produit. Tantôt, on parlait des pièces automobiles. Ce qu'on voulait apprendre, c'était la technologie derrière idéale pour maximiser les routes de livraison. Fait que ça, il y avait une technologie en place. Fait que ça nous a permis de comprendre que ça existe puis comment on peut l'adapter chez nous. Fait que là, il y a des choses, pas la même technologie, mais ça nous a permis de comprendre puis de le déployer autrement ailleurs. Mais ça va surtout être sur des lignes de produits que ça peut arriver. Tu sais, par exemple, Maburco, qu'on a acheté il y a plusieurs années au Québec, bien, ce qui nous intéressait, moi, je dirigeais des chaînes de Montréal à ce moment-là, puis on voulait grandir davantage dans le chauffage, mais c'était dur, ça prenait du temps. Puis eux autres avaient la marque Locking Bar qui m'intéressait parce que c'est une marque qui était super implantée au Québec. Fait qu'on s'est dit, OK, ça c'est intéressant, on sait que ça va vendre, donc on rentre dans un processus. Fait que c'est plus au niveau produit que technologie. Jusqu'à maintenant, là, j'essaie de voir, là, ou accès à des marchés. C'est Marcel Barry, on a fait l'acquisition plus tôt cette année. Groupe Deschênes, on a essayé dans le passé d'entrer dans le marché des mines. Ça n'a pas marché. Il faut les contacts, il faut avoir les bonnes personnes en place. Puis Marcel Barry sont implantés dans le marché des mines. Puis pour moi, c'est un marché qui est super intéressant, pas seulement déployé avec Marcel Barry, mais avec nos autres unités d'affaires aussi. J'ai des opportunités ailleurs aussi. Fait que c'est plus dans ce sens-là, c'est plus produit et ouverture de marché pour nous autres. Tu regardes ton parcours? Puis je sais qu'il n'est pas fini, là. J'espère. Non. Ça fait juste 5 ans comme président, puis j'ai comme un feeling que, tu sais, veux pas, t'en es quasiment à tes premières armes, un peu à la direction de Deschênes. Y a-tu quelque chose qui est particulièrement fier dans ton parcours? Tu sais, ça peut être depuis tes tout débuts. De quoi tu serais le plus fier? Ben, tu sais, une des fiertés qu'on a, ce que j'ai, tu sais, on a une super croissance depuis plusieurs années. Tu sais, quand je regarde 2000, quand Martin est devenu président, 225 millions de chiffre d'affaires, 2010, 600 millions, puis 2020, on était autour de 1,5 milliard. Puis, je pense que c'est ma fierté personnelle, mais fierté familiale aussi, c'est que malgré tout ça, on n'a pas perdu notre identité. Tu sais, malgré qu'on est une entreprise d'une bonne taille aujourd'hui, on est quand même
composé de 15 entreprises, 15 PME. Tu sais. Et ça nous permet de s'assurer, selon moi, malgré la taille, de garder une proximité et de s'assurer là, qu'on ne perd pas notre identité à travers tout ça. Fait que ça, pour moi, c'est peut-être l'une des plus grandes fiertés. On a vu tout récemment la vente de Giant. On en a parlé un petit peu dans l'épisode. Nécessairement, Giant, gros manufacturier qui s'est fait acquérir par une entreprise américaine. Évidemment, ça doit cogner à vos portes, là, parce que vous êtes un modèle d'affaires qui est en train de s'expandre un peu partout. C'est quoi votre thinking sur les acquisitions d'entreprises par des étrangères du côté qui viennent chercher des fleurons québécois? Écoute, c'est toujours triste. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour la famille Lesage, ça ne changera jamais. Mais c'est toujours triste d'avoir un fleuron comme ça aussi, là, que c'était le seul manufacturier de chauffe-eau au Canada, basé à Montréal en plus. Écoute, je trouve ça triste, mais regarde, ils ont leur raison, ça leur appartient. Puis si c'est ça qu'ils voulaient faire, puis qu'ils sont contents, je suis bien content pour eux autres. Mais c'est plate de perdre des fleurons québécois. Tu sais, le contraire est aussi vrai. Là. On a des entreprises québécoises qui achètent à l'extérieur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais tu sais, chacun a ses motivations. Il faut respecter ça. Si ça leur permet stratégiquement de croître autrement, puis finalement, pour le bien-être du Québec, pour l'économie du Québec, pour leurs employés, bien, tant mieux. Il faut respecter ça, mais étant un entrepreneur fier d'être Québécois, c'est sûr que ça vient toujours me chercher là, quand je vois des affaires comme ça. Oui, c'est certain que c'est pas évident. J'ai eu la nouvelle... Giant, qui est un manufacturier, un compétiteur nécessairement. J'ai trouvé ça, j'ai été émotif moi aussi sur le coup. Je me suis dit, wow, c'est énorme le travail que la famille Lesage avait fait. C'était colossal. Tout le monde connaissait ça. J'ai eu 4 amis qui ont travaillé pour la famille Lesage à différents niveaux. Puis là, ça me faisait penser beaucoup. J'ai eu la même émotion quand le Cirque du Soleil était vendu, un peu quand on a vu ça aller. C'est sûr que c'est jamais facile de voir ça aller. Un peu, qu'est-ce que vous avez construit chez Deschaines, c'est quelque chose qui... C'est pas qu'il n'existe plus, mais qu'il y en a de moins en moins, mettons, comme ça. C'est quoi les prochaines étapes pour le groupe Deschaines? Je veux pas que tu me dises... Il y a tel gars qu'on va essayer, non? Mais les prochaines étapes, vous en allez où avec ça? Prochaine étape, la croissance, on veut continuer la croissance, mais comme j'ai dit, on veut toujours continuer stratégiquement. On a un premier footprint aux États-Unis en aqueduc et égout. On n'est pas dans d'autres produits. Il faut voir si on veut s'étendre différemment aux États-Unis, peut-être, ou continuer à se développer plus vers l'est en aqueduc et égout, compléter notre couverture géographique. Il y a peut-être ça, mais il y a d'autres opportunités au Canada aussi. Là. Et tu sais, moi, j'ai mis en place, quand je suis arrivé en place, puis j'ai changé la façon qu'on faisait la planification stratégique chez Groupe Deschaines. Fait qu'avec tous mes VP de toute l'organisation, incluant les unités d'affaires, on a établi 6 piliers stratégiques sur lesquels on veut travailler. Et on travaille là-dessus présentement pour de nombreuses années. Fait que tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, il faut évoluer au niveau digital. C'est un gros investissement qu'on fait en ce moment. Actuellement, vous avez une plateforme transactionnelle. Oui, avec les clients B2B, là, avec les clients. Mais c'est plus que ça, la digitalisation. Là, c'est vraiment, on parle de l'omnicanal. On a plein de succursales. Comment on lit ça avec le digital? Fait qu'il y a plusieurs. Écoute, on a des années de chantier devant nous autres. En ce moment, on peut sembler éparpillé quand on regarde la façon qu'on est structuré. Mais là, on est en train de se recentrer pour avoir une approche différente. Ça va venir un peu plus tard cette année. Fait que, c'est
un des pieds stratégiques qu'on a, c'est l'agilité. Donc, c'est de prendre des décisions rapidement, puis d'être entrepreneur, puis de s'améliorer continuellement. Et je suis en train de mettre des choses en place pour s'assurer qu'on soit encore plus agile, pour s'assurer que nos unités d'affaires ont encore plus de support, vont avoir encore plus de succès dans leur marché. Fait que c'est de travailler là-dessus. Là, c'est sur ça que je travaille en ce moment. Et ça, je ne peux pas en parler, là, les détails, là, mais ça va nous amener, là, c'est la base pour les prochaines années, pour, disons, une autre phase de croissance pour nous autres. Tu sais, on parle beaucoup d'acquisition, mais dans une croissance organique assez importante aussi. Et est-ce qu'on peut croître organiquement encore de façon plus importante? Il y a ça qu'il faut regarder aussi avec la façon qu'on est en train, des choses qu'on met en place en ce moment. Là. Fait que ça, c'est deux choses bien importantes, l'agilité côté entrepreneurial puis le digital. Mais le digital aussi, faire attention de s'assurer qu'on garde le côté humain. Ça, c'est un must. Oui, avec la pandémie, on l'a vécu un petit peu avec le... tout est tourné au digital, les rencontres, et ce côté humain-là, dès qu'on a pu le ramener, ça a été instantané. C'est là qu'on voit que c'est un besoin. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi la force d'une organisation. Puis, tu parles un petit peu d'acquisition, mais j'aime bien dire chez La Joie, quand on est en conseil d'administration, je dis, avant qu'on aille dans tel marché, les gars, est-ce qu'on passe la gratte dans qu'est-ce qu'on est? On est capable de consolider ce qu'on a. Puis ça, c'est souvent difficile à dire. C'est une décision qui est un peu difficile à dire parce que c'est OK, on met les efforts où? C'est sûr, comme n'importe quel entrepreneur, on est partout sur la glace. On veut des efforts partout, mais c'est pas tout le temps... c'est pas tout le temps facile de prendre cette décision-là. Fait que c'est tout à ton honneur d'être capable d'orienter ça. C'est parce que je regarde, La Joie, on est une petite organisation, puis aujourd'hui, je suis super content d'avoir pris du temps avec toi pour jaser parce que t'es un gars terre à terre. C'est ce que j'aime de votre famille. Vous êtes des personnes avec qui on peut jaser ouvertement. Puis, d'être terre à terre, aujourd'hui, vous êtes... Tu parlais d'un 1,5 milliard. Là, je ne sais pas si les gens savent c'est quoi, là, mais c'est beaucoup d'argent. Puis, c'est tout à ton honneur d'être là, d'exposer ton plan, puis d'être capable de gérer... puis je comprends que c'est une affaire d'équipe. Là. C'est pas un one-man show, là, c'est une affaire d'équipe. Mais c'est tout à ton honneur d'être capable de manager tout ça, puis de voir what's the next step. Là. Fait que, François, je voulais te dire un gros merci. On est déjà arrivé à la fin. Ça a passé... je te le disais tantôt que j'étais comme un petit garçon. C'était une de mes entrevues plus difficiles parce que je t'écoutais puis je t'aurais écouté encore plein de temps parler. Moi, j'adore les entrepreneurs. T'es un entrepreneur que je respecte beaucoup. J'ai adoré notre rencontre. Un énorme merci. Je sais que t'es un gars qui est occupé mur à mur. Je l'apprécie énormément que tu aies pris le temps de venir nous rencontrer au podcast. Merci pour l'invitation. C'était le fun. C'était bien le fun. Regarde, je suis certain que c'est un des podcasts qui va être très écouté par le fait des valeurs familiales, mais aussi par le fait c'est un domaine que souvent les gens ne connaissent pas beaucoup. Un peu entremetteur, de mettre tout ça en place, l'acquisition, le service, tout ça, la distribution. Fait que merci beaucoup de nous avoir fait connaître ce domaine-là. Je voulais remercier Antonella, Mylène pour le marketing web qu'ils font. Je veux remercier Fred, Nick pour l'opportunité que vous me donnez, les gars, d'avoir parti du podcast Au-delà des plans. Merci, Nick, pour la console. Et un gros merci, François, pour ton temps. J'apprécie énormément. Pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la présentation puis une conversation avec un autre entrepreneur sur son parcours et son histoire. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.